Aujourd'hui, la session, ce sera introduction aux crypto-monnaies. Donc, on ne va pas aller dans les tout gros détails techniques, mais à la fin de la session, normalement, vous aurez compris pourquoi c'est important de s'intéresser à ce sujet-là et un peu le contexte actuel et où en sont les crypto-monnaies dans leur émergence, de leur adoption et tout ça. Donc, le sommaire, c'est un peu d'histoire. On va un peu regarder l'émergence de la blockchain et de la technologie et des crypto-monnaies. On va regarder la blockchain en tant que telle, en quoi c'est différent, par exemple, de l'argent qu'on a sur son compte bancaire, comment ça se différencie, en fait, la technologie. Ensuite, on va regarder un peu l'adoption des crypto-monnaies, donc les différentes étapes, où on en est dans l'adoption des crypto-monnaies. Un peu de pratique, regarder la situation actuelle avec la guerre en Ukraine, le coronavirus, comment, en fait, les crypto-monnaies s'insèrent dans tout ça. Et puis après, on fera un point aussi sur la formation que je propose qui se décline sous 5 modules de 2 heures. Alors, voilà, donc historique, un peu d'histoire. Il y a d'abord Internet, qui est une technologie révolutionnaire qui est apparue, on va dire, dans les années 70 et qui s'est surtout développée après dans le 21e siècle, après les années 2000, avec un fort essor dans les années 90. Et ça a été une révolution dans la transmission d'informations. Donc, on est passé de la poste avec même ou des fax ou des trucs un peu voilà, qui fonctionnaient, mais voilà, à des choses incroyables comme l'email. Et évidemment, voilà, le petit gag, c'est qu'à l'époque, on était saoulé quand on recevait des lettres et on avait un email, on était super content. Et aujourd'hui, sa boîte mail explose et on est super content quand on reçoit enfin une lettre de quelqu'un. Parce que oui, cette boulimie d'informations a explosé, mais ça a complètement transformé notre réalité. Et donc, je vais quand même assez comparer en fait la puissance et la révolution d'Internet à l'émergence des crypto-monnaies et de la blockchain, parce que ce sont des révolutions, vous verrez, qui ont des implications assez fortes. Au début d'Internet, en fait, donc c'était juste pour de l'information. Souvent, c'était des pages avec voilà, des articles, des liens. On ne pouvait pas faire grand-chose. Et l'idée, c'est comment faire en sorte de pouvoir envoyer de l'argent aussi facilement qu'un email. Ça a été le genre de questionnement qui a traversé un peu toute l'histoire de l'Internet. Comment faire en sorte de faciliter ça? D'ailleurs, c'est une des choses qui a freiné l'essor d'Internet, c'est qu'au final, on n'a pas pu payer sur Internet tout de suite. Il a fallu attendre pas mal de solutions, notamment avec les Digipass, etc. Et ça a mis beaucoup de temps, en fait, avant qu'on puisse payer de façon sécurisée sur Internet pour acheter un billet d'avion, pour commander des choses en ligne. Donc, en fait, tout ce qui est commande en ligne via Amazon, par exemple, aujourd'hui, on se dit c'est normal, mais c'est assez récent comparé à l'histoire d'Internet. Et à la base, donc, c'était impossible à faire sans ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire quelqu'un, une organisation centralisée qui sert de lien de confiance, de tiers de confiance entre deux utilisateurs qui veulent s'envoyer de l'argent. Donc, par exemple, vous et un entrepreneur ou une entreprise ou peu importe. Et alors, typiquement, donc, c'était une banque qui servait de tiers de confiance ou alors des entreprises qui ont émergé pour faciliter les paiements en ligne, comme PayPal. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est quelqu'un qui sert d'intermédiaire entre deux personnes qui veulent s'envoyer de l'argent. Pour les emails, par exemple, vous n'avez pas vraiment de tiers de confiance. C'est ça qui est vraiment incroyable avec l'email, c'est que vous avez simplement en fait un logiciel ou un programme qui sert d'intermédiaire, qui fonctionne d'une certaine manière et ça se fait automatiquement. Vous envoyez votre email, c'est traité par le code, et puis ça va directement à l'autre personne. Il n'y a pas quelqu'un qui ouvre, qui certifie que vous avez bien envoyé, qui vérifie, etc., etc. Et donc, c'était un peu l'idée d'émuler ce genre de fonctionnement. Et ça a été rendu possible avec la technologie de blockchain. Donc, ici, une petite image un peu humoristique. Il se trouve que ce monsieur japonais s'appelle Satoshi Nakamoto. Et Satoshi Nakamoto, c'est le pseudonyme qu'a utilisé la personne qui a publié la solution, donc le Bitcoin ou la solution, la technologie blockchain. Après, c'était un pseudo, mais voilà, comme personne ne sait qui c'est, on a repris en fait la tête de ce japonais et il est devenu en fait une espèce d'icône, un mème. Ici, je pense que c'est à la place de Yoda, espèce de maître
de la force. Ici, c'est le maître de la force de la blockchain. Et donc, vous avez plein d'images comme ça, un peu humoristiques, qui circulent pour dire, voilà, le créateur du Bitcoin. Et donc ça, c'est en octobre 2008. Le contexte, c'est évidemment la crise financière à la suite des subprimes, qui a commencé aux États-Unis, mais qui a contaminé le monde entier. Et donc, il y avait un espèce de dégoût, en fait, pour l'irresponsabilité et la spéculation et le comportement des banques, qui ont été renflouées notamment par de l'argent public et avec de l'endettement des États, du coup. Et donc, tout ça repose sur les épaules des citoyens. Donc, les citoyens passent la serpillière derrière le dégât que font les banques. Et il fallait trouver une alternative. Comment faire pour créer de l'argent ou de la valeur, ou n'importe, mais en dehors d'un réseau centralisé avec ce fameux tiers de confiance. Et donc, en décembre 2009, la première transaction de Bitcoin voit le jour. Donc, une première fois où, disons, un certain montant, un certain chiffre est transféré dans une base de données d'un utilisateur à un autre, comme quand vous envoyez de l'argent via votre compte bancaire. En mai 2010, la fameuse première transaction dans le cadre d'un achat réel qui est l'achat d'une pizza pour 10 000 bitcoins. Alors ça, c'est resté quelque chose de mythique puisque 10 000 bitcoins aujourd'hui, c'est 400 millions d'euros. Et donc, ça fait cher payer pour une pizza. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste un peu dans les annales de la communauté, quelque chose de un truc intéressant comme ça à retenir. En juillet 2010, première plateforme d'échange est créée, Mt. Gox, qui va d'ailleurs se faire pirater et va être un énorme fiasco. Donc, évidemment, c'est ça le problème des technologies quand elles sont jeunes, c'est qu'il y a plein de problèmes, il y a plein de bugs. En février 2011, le Bitcoin vaut $1, symboliquement un Bitcoin, $1. Et en juin 2012, l'ouverture de Coinbase, qui est une plateforme beaucoup plus sérieuse, qui est d'ailleurs cotée en bourse aujourd'hui, 10 ans plus tard, et qui est une des plus grandes plateformes pour pouvoir acheter et s'échanger des crypto-monnaies. Donc, la blockchain permet de se passer d'un tiers de confiance. Donc, ici, vous avez, comme je vous avais expliqué, un exemple d'un modèle centralisé où c'est les banques qui disposent de toutes les informations dans une espèce de registre, une base de données, et où il est marqué, tiens, Bernard, il a autant sur son compte, Martin, il a autant. Et vous devez aller à travers la banque pour consulter ce registre. Le modèle de la blockchain, c'est simplement qu'il n'y a plus d'autorité centralisée. Le registre est accessible pour tout le monde et selon certains paramètres, les personnes peuvent le modifier. Alors, pour donner un exemple, parce que je ne vais pas rentrer dans l'explication détaillée de comment fonctionne la blockchain, tout le monde a eu l'expérience, par exemple, des fichiers qu'on se partage, par exemple, quand on a travaillé avec 10 personnes en équipe, et on a un fichier Excel et on essaie de le modifier, on en a 50 versions, alors on en envoie une à un ami, et puis finalement, on ne sait plus s'il a la dernière version ou pas, et puis il y en a un autre qui modifie ça dans son coin, et du coup, il faut tout recentraliser. C'est vraiment un cauchemar. Et donc, heureusement, aujourd'hui, on a des solutions, par exemple sur le cloud, où vous pouvez avoir un fichier, comme un fichier Excel qui est là, et tous ceux qui ont la permission de le modifier peuvent le modifier en temps réel. Et il n'y a toujours qu'une seule version, c'est la version que tout le monde modifie en même temps. Et on peut voir un peu quelles sont les traces que les personnes laissent en disant, voilà, tiens, Bernard, il a rajouté une ligne ici, Martin, une ligne là. Alors, la blockchain, c'est un peu comme une base de données partagée, mais où les règles qui permettent aux utilisateurs de modifier une entrée dans la base de données sont configurées de telle manière à ce que personne ne peut, comme ça, unilatéralement se rajouter des zéros pour dire, bah, tiens, moi j'ai envie d'avoir 1 million d'euros demain, ou 20 bitcoins, hop, je me mets un petit zéro, je me rajoute un petit zéro et je suis le plus riche. Donc ça, ce n'est pas possible. Et donc c'est ça, en fait, l'innovation réelle de la blockchain, la révolution, c'est de pouvoir créer un fichier ou une base de données qui est accessible à tous et pourtant qu'elle ne puisse pas être abusée ou modifiée, sauf dans des cas un peu extrêmes où plus de la moitié du réseau, par exemple, se coordonnerait pour essayer de la pirater, ce qui n'est jamais arrivé et ce qui est très, très peu probable vu la manière dont ça fonctionne. Et donc, c'est aussi une technologie open source, donc tout le monde peut voir comment fonctionne le code source. Donc, c'est ça aussi qui crée la confiance. Donc, il n'y a pas de code caché, il n'y a pas de système caché, tout est ouvert.
Et donc, vu la valeur du Bitcoin, il y a une très forte, comment dire, c'est un appât au gain très très fort pour des hackers ou des pirates. Donc, si ça avait déjà pu être piraté, ça l'aurait été depuis longtemps, puisque celui qui arriverait à pirater Bitcoin serait très très riche, le temps de les vendre bien sûr, et puis après, tout se casserait la figure. Mais bon, donc voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que ça tourne, et donc c'est ça aussi le gage de confiance de la blockchain et du Bitcoin. Alors, au niveau de l'adoption, ce qui est important à retenir, c'est que l'adoption des crypto-monnaies ressemble très fort à la courbe de l'adoption de l'Internet. Même si maintenant, en fait, ça va même beaucoup plus vite, en fait, que l'adoption de l'Internet. Ça, c'est un vieux graphique. Enfin, c'est pas si vieux que ça, mais disons que la courbe a tendance à s'accélérer encore à cause des événements, d'ailleurs, d'actualité. Et donc, ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais donc, en gros, s'intéresser à la blockchain et aux crypto-monnaies aujourd'hui, c'est comme s'intéresser à Internet en 1998. Et en 1998, je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemblait Internet, mais c'était pas super folichon. Il n'y avait pas 1 milliard de trucs qu'on pouvait faire. Facebook n'existait pas encore. Google n'en était qu'à ses débuts. Amazon ne vendait pas grand-chose encore. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on en est plus ou moins au même niveau pour l'adoption de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. On est à plus ou moins 300 millions d'utilisateurs. Donc voilà. Alors, voilà un peu donc pour comparer Internet à ses débuts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait énormément de spam à l'époque, des pop-up, ça c'était insupportable. Dès qu'on ouvrait une page, alors vous aviez 50 autres petites pages qui s'ouvraient, ça plantait votre ordinateur parce qu'il était tellement lent. C'était aussi super lent pour télécharger un petit fichier. Il fallait attendre parfois 30 minutes avec son modem qui faisait du bruit là. Il y avait beaucoup d'arnaques aussi. Et puis bon, c'était moche aussi, hein, Internet, faut bien se rappeler. C'était pas super utile non plus. Voilà, un des premiers jets pour le site de Google et le site d'Amazon, ils sont méconnaissables en fait. Aujourd'hui, voilà, ça ressemble plus du tout à ça. Et donc à l'époque, bah, c'était pas spécialement super utile. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui avaient prévu que l'Internet allait s'échouer complètement et que ça allait jamais être un succès, que ça allait jamais être adopté par les gens parce que simplement, voilà, c'était pas, ça fonctionnait pas super bien. D'ailleurs, même l'inventeur de l'Ethernet, qui est un composant très important pour l'échange d'informations entre ordinateurs, avait prédit, par exemple, que l'Internet allait se crasher complètement d'ici 1996. Et la blague, c'est qu'il a après ravalé ses mots littéralement. Il s'est fait un smoothie avec sa phrase qu'il avait écrite, qu'il avait découpée en petits morceaux et qu'il a mis dans un smoothie et qu'il a mangé à petite cuillère. Donc voilà, et donc, voilà, Newsweek écrivait aussi des articles en disant voilà, l'Internet, bah, ça sera qu'un truc marginal utilisé par quelques geeks. Voilà. Et pour le Bitcoin ou les crypto-monnaies, ça suit un peu le même genre de choses. Donc ici, vous avez encore un autre exemple d'une technologie jeune à ses débuts. C'est la tour téléphonique de centrale téléphonique à Stockholm, en Suède. Et donc, vous aviez à l'époque, avant qu'on mette les câbles dans le sol, vous aviez en fait des câbles qui traversaient toute la ville d'une tour centrale et tout le monde était relié à la tour centrale. Chacun avait son petit câble personnel qui le reliait à la tour centrale et ça créait, comme vous vous imaginez, un chaos invraisemblable. Et donc, Bitcoin, aujourd'hui, vous avez tout le monde qui se plaint de les lenteurs, vous avez aussi des arnaques, vous aviez des barrières techniques, c'est réservé aux geeks. D'ailleurs, voilà un peu une histoire de la genèse du Bitcoin. En 2013, le forum Reddit recensait environ 50 000 membres dans la section Bitcoin. C'était à l'époque où la monnaie était vraiment très peu connue, elle n'avait que 3 ans. Et ils se sont coordonnés pour créer une espèce de petite publicité pour attirer des gens. Et la publicité qui a été retenue, c'était un bête dessin qui a été fait sur Paint, un peu voilà, en mode bricolage. Et ils appelaient ça Magic Internet Money, l'argent magique d'Internet, le Bitcoin. Ils ont attiré comme ça 20 ou 30 000 utilisateurs de plus et le Bitcoin a fait sa première ascension fulgurante de,
je ne sais plus si c'était genre 20 ou 30 euros à 1000 euros, et puis c'est de nouveau écrasé suite à ça. Donc voilà, c'est évidemment, aujourd'hui, on en rit parce que c'est beaucoup plus sérieux et ça ne ressemble plus du tout à ça. Comme l'Internet ne ressemble plus non plus à ce que c'était dans les années 90. On voit aussi les trois étapes, les trois fameuses étapes dans l'adoption de toute technologie. C'est d'abord, tout le monde en rit, tout le monde le ridiculise, puis ensuite, les gens s'y opposent en disant que c'est pour le terrorisme, pour ceci, pour cela. L'Internet, c'était évidemment aussi pour le terrorisme, mais c'était aussi un repère uniquement de contenu pornographique. Voilà. Et puis, c'est reconnu comme une évidence. Vous avez ici l'exemple, il y en a plein, hein, mais l'exemple de personnes assez connues qui étaient des détracteurs des crypto-monnaies, puis finalement, bah, ils ont retourné leur veste d'une manière ou d'une autre. Là, c'est l'exemple de Warren Buffett, un investisseur très très connu, qui disait, en ce qui concerne les crypto-monnaies, en 2018, je peux vous dire avec quasi certitude que ça se finira mal. Et puis, en février 2022, il a investi 1 milliard dans une banque qui traite surtout dans les cryptos. Voilà. Bitcoin a été aussi mort déjà 446 fois, annoncé mort 446 fois. Donc ça, c'est un site qui s'amuse à recenser en fait le nombre d'articles qui ont été écrits dans la presse en disant voilà, ah, ça y est, le Bitcoin est mort, ça y est, c'est fini, on n'en entendra plus parler. Et puis, bah, chemin faisant, on part d'un petit magicien et de la monnaie magique d'Internet à quelque chose avec lequel on peut payer dans des magasins. On peut commencer à payer dans certains magasins. Donc, c'est une adoption qui progresse, ça prend du temps. Il y a déjà environ 300 millions d'utilisateurs pour les cryptos, toutes les cryptos confondues. Et ça fait son chemin. Mais donc, voilà, 1998, rappelez-vous bien, Internet 1998, ça, c'est le stade dans lequel on en est au niveau crypto, même si tout le monde en parle. Au niveau des utilisateurs, c'est là qu'on en est. Donc, c'est encore très, très jeune comme technologie. Alors, pourquoi est-ce si important de s'intéresser à la blockchain et aux crypto-monnaies aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme photo. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise en Ukraine. C'est les gens qui font la file devant un distributeur automatique de billets pour retirer leurs économies. Et évidemment, il y en a peu qui vont avoir la chance de pouvoir retirer de leurs économies. Et s'ils peuvent retirer de l'argent, ce sera des tout petits montants, puisque la Banque centrale ukrainienne a limité les retraits possibles pour éviter justement que tout le monde ne prenne d'assaut les guichets. Quand les choses vont bien, tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit souci dans notre système financier actuel, peut-être qui fonctionne, ça peut créer de gros problèmes. On l'a vu avec la crise des subprimes en 2008, et on le voit dans des cas un peu extrêmes où vous avez des guerres, où vous avez des problèmes avec la monnaie. Et à ce moment-là, les crypto-monnaies peuvent devenir une véritable alternative à ce genre de choses pour pouvoir, entre guillemets, protéger son épargne ou la prendre avec soi. Donc, vous avez pas mal de raisons qui font qu'il est intéressant de s'intéresser aux crypto-monnaies aujourd'hui. Vous avez l'inflation qui commence à monter de façon assez conséquente. Et donc là, elle est aux alentours de 8%. Mais donc, ça veut dire que si vous avez de l'argent sur un compte épargne et que, évidemment, les comptes épargne aujourd'hui rapportent 0% d'intérêt, ça veut dire qu'en un an, vous perdez 8% de ce que vous avez sur votre compte. Donc, c'est comme si on vous ponctionnait 8%. Donc, si vous avez 1 000 euros sur votre compte épargne, à la fin de l'année, vous avez 980 euros. C'est comme ça qu'il faut le voir, puisque vous pouvez vous acheter 8% entre guillemets de choses en moins. C'est un peu le principe de l'inflation. Les prix augmentent et donc la valeur de vos 1 000 euros est diminuée. Vous avez aussi pas mal de crises financières et bancaires un peu partout, pas partout, mais dans pas mal de régions du monde. Vous avez les États qui commencent à essayer de contrôler les choses de façon plus en plus inquiétante. En Chine, par exemple, vous avez les fameux scoring social, où si vous êtes mal coté par l'État, vous ne pouvez plus accéder à un compte bancaire, vous ne pouvez plus recevoir de l'argent ou faire des paiements. Tout ça, ce sont des choses assez drastiques. Et les crypto-monnaies, comme personne n'est vraiment en contrôle de ça, c'est un algorithme open source qui tourne et que personne ne peut arrêter.
il y a certains portefeuilles que vous pouvez télécharger. Évidemment, il y a certaines plateformes centralisées comme Coinbase que les États peuvent toujours appeler pour dire, voilà, je l'ai à l'avoir de telle ou telle personne. Mais vous avez aussi beaucoup de logiciels et de manières d'avoir des crypto-monnaies qui est inarrêtable d'un point de vue technique. Donc là, vous avez aussi la disparition du cash, de moins en moins de distributeurs automatiques. Et donc, du coup, vous êtes de plus en plus à la merci, entre guillemets, du système bancaire tel qu'il est configuré. Et donc, si par exemple, demain, pour relancer la consommation, la Banque centrale européenne décide d'imposer des intérêts négatifs à vos comptes en banque. Et donc, ce n'est pas seulement l'inflation qui détruit la valeur, mais simplement une taxe sur le fait d'avoir de l'argent en banque. Eh bien, vous ne pourrez plus le sortir pour protéger votre argent de ce genre de manipulation. Et vous avez évidemment la grande réinitialisation du Forum économique mondial. C'est un programme qui, si on s'y intéresse un peu de près, qui fait un peu froid dans le dos quand même, où le monde tel qu'il l'envisage au niveau des élites économiques, c'est un monde où la propriété privée est abolie et où les citoyens, tout est pris en charge pour eux, bien sûr, et c'est les élites qui décident si vous avez droit à manger une pomme aujourd'hui, où vous avez droit d'aller avec votre voiture, combien de rationnement d'essence vous avez droit pour rentrer dans pas mal de clous au niveau développement durable. Mais tout ça, ce serait déterminé par une poignée d'élites qui ferait une espèce de micro-manipulation de la société et qui voudrait tout contrôler. Et on est en route vers ça avec le projet de créer, par exemple, une version digitale de l'euro. Après, voilà, ça, ce sont des sujets un peu plus profonds dans lesquels je me lance un peu plus en détail dans ma formation. Alors, vous avez aussi l'actualité qui fait que c'est assez intéressant de se renseigner point de vue crypto-monnaie, puisque vous avez de plus en plus de personnes dans certains pays, et notamment l'Ukraine, qui ont investi dans les crypto-monnaies et qui utilisent les crypto-monnaies. Donc en Ukraine, et ça ce sont des chiffres qui ne sont pas tout récents, donc à mon avis ça a déjà augmenté depuis, mais vous avez environ 13% de la population qui détient des crypto-monnaies. Et donc il y a pas mal de chances en fait que lorsque vous aurez des réfugiés qui viennent d'Ukraine dans d'autres pays, ils n'auront pas du cash, ils n'auront pas leur monnaie ukrainienne, ils auront peut-être de la crypto-monnaie et ils voudront essayer de la dépenser et de payer leurs courses et tout ça avec de la crypto-monnaie s'ils le peuvent. Et donc ça, ce serait un moyen de les inclure financièrement pour attendre, plutôt que d'attendre que les banques ou les États se bougent les fesses pour leur donner à chacun un compte bancaire de base, ce qui peut prendre quand même pas mal de temps, parce qu'il y a pas mal de problèmes administratifs à faire ce genre de choses. Si on peut déjà se renseigner sur comment recevoir des paiements en crypto, par exemple pour les magasins, ça pourrait aider pas mal de réfugiés. Ensuite, l'Ukraine a légalisé les crypto-monnaies là, tout récemment, il y a quelques semaines. El Salvador est un des premiers pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Et évidemment, tout ça, c'est sur un fond de ça marche, parfois oui, parfois non, parce que c'est une technologie toute jeune. Mais vous voyez bien qu'on n'en est qu'au tout début. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser à ça maintenant plutôt que d'ici 5, 6, 7, 8 ans. Parce qu'alors, voilà, ce sera peut-être beaucoup moins intéressant au niveau investissement. Puis ensuite, il y a aussi la situation économique dans certains pays, le Liban, la Turquie, le Venezuela, où leurs monnaies se sont effondrées et donc les crypto-monnaies sont devenues quand même une alternative pour échapper à ce problème d'effondrement de la valeur de la monnaie. Alors, j'espère qu'on n'aura pas le même cas qu'au Liban ou ici en Europe où la monnaie a perdu 95% de sa valeur. Mais 95%, je ne sais pas si on se le représente, mais vous avez 1 000 euros sur votre compte, en fait, maintenant, c'est 50 euros. Et si vous avez un salaire de 2 000 euros, en fait, maintenant, c'est un salaire de 100 euros. Et il faut bien s'imaginer la situation pour les gens sur place. C'est un réel désastre financier et économique. Et en partie, les crypto-monnaies sont une des solutions
pour échapper à ce genre de problème quand vous avez des monnaies comme ça qui s'effondrent complètement. Vous avez ici donc mon email que je vais aussi mettre dans le chat. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Et avec ça, j'ai fini